Retour au débat de France 24, deuxième face-à-face consacré cette fois aux manifestations du jour en France contre la loi travail. Le gouvernement pensait avoir fait le plus dur en promettant 500 millions d'euros pour l'insertion des jeunes sur le marché du travail. La mesure saluée par l'UNEF n'a pas suffi à désamorcer la mobilisation. Ils étaient encore 120 000 cet après-midi d'après le ministère de l'Intérieur, 170 000 à défiler dans les rues de Paris et de plusieurs grandes villes de France avec parfois des débordements dans la capitale mais également à Lyon, Rennes, Nantes ou encore Saint-Denis. Les manifs jusqu'à quand? Avec nous pour en débattre, Agnès Verdier-Molinier, vous êtes directrice du think tank IFRAP, auteur de On va dans le mur aux éditions Albin Michel, février 2015. Et ce n'est pas vous faire insulte de vous dire que vous êtes plutôt d'obédience libérale en matière économique. Également avec nous, Benjamin Hamar, vous êtes responsable de la politique revendicative de la CGT dans le Val-de-Marne. C'est bien ça. Exactement. On va revenir d'abord, si vous le voulez bien, avant d'attaquer le dur d'une certaine manière de ces manifestations, à savoir les revendications elles-mêmes, sur la situation ce soir dans le pays, puisque des violences ont émaillé ces rassemblements un peu partout dans le pays. Des scènes de guérilla urbaine. Au jet de pierres et de cocktails Molotov des manifestants répondent des tirs de gaz lacrymogène de la part des forces de l'ordre. Ici à Paris, les rassemblements contre la loi El Khomri ont dégénéré. 2 policiers ont été grièvement blessés. 5 personnes ont été interpellées. À Lyon, les affrontements sont directs. Des manifestants sont mis à terre par des gendarmes encerclés et visiblement débordés. À Rennes et à Nantes, dans l'ouest de la France, même scène de violence. Ici, on voit une voiture incendiée. Plus tôt dans la journée, les étudiants et les lycéens marchaient pourtant pacifiquement pour exprimer leur rejet de la loi travail. Ce que je reproche à cette loi, en fait, c'est toujours plus de précarité pour les jeunes et des licenciements facilités, le CDI qui est brisé et du coup, en fait, c'est pas possible ni pour notre avenir ni pour les droits des salariés. Aujourd'hui, le projet de loi il contient encore tout un tas de mesures qui vont par exemple faciliter les licenciements. Cette journée de mobilisation sera suivie d'une autre le 1er mai pour la fête du travail. Les opposants comptent aussi faire entendre leur voix mardi prochain, le jour du débat à l'Assemblée nationale. Voilà, 124 interpellations au total, 24 policiers et gendarmes blessés, dont 3 grièvement. Agnès Verdier-Molinier, quand on voit ça, on se dit qu'on a encore du mal à dialoguer dans ce pays. Est-ce que c'est pour vous l'illustration du blocage social ou est-ce qu'on est là ailleurs dans une récupération par des mouvements extrémistes? Ces images sont terribles. On voit que dans le reportage, on parle de guérilla urbaine. On est en plein état d'urgence. On a eu quand même des attaques terroristes sur le sol français ces derniers temps. On parle de 300 individus cagoulés à Paris, en plein état d'urgence, vous l'avez dit, ce qui a priori est interdit. C'est quand même assez déplorable. Et puis, la question, c'est pourquoi? Pourquoi cette jeunesse? Et quelle est cette jeunesse qui va à l'encontre d'une flexibilisation du marché du travail, qui vise justement à faire rentrer la jeunesse dans le marché du travail? Est-ce qu'on oublie qu'on a 25% des jeunes des 15-24 ans qui sont aujourd'hui au chômage, dans ceux qui sont dans la population active? Et cela, pour qu'ils puissent rentrer, il faut bien qu'on flexibilise ceux qui sont déjà à l'intérieur de l'emploi. Donc l'impression, c'est un grand gâchis, parce que finalement, est-ce que la pédagogie n'a pas été faite? Est-ce que ça n'a pas été compris? Est-ce que ces jeunes sont finalement désinformés de la réalité du projet de loi? Moi, je m'interroge parce que tous les autres pays ont réussi justement à flexibiliser, et notamment je pense à l'Allemagne, je pense au Royaume-Uni, aux pays scandinaves qui ont flexibilisé, qui ont fait rentrer les jeunes dans le marché du travail, qui ont des chômages des jeunes qui sont moins élevés qu'en France. Et nous, on continue à vouloir protéger le code du travail et à finalement instrumentaliser la jeunesse contre son propre intérêt. Et quand on voit ce qui s'est passé aujourd'hui avec toutes ces violences, on dit finalement il faudrait que ça s'arrête très très vite. Benjamin Hamar, on a eu recours à la violence pour défendre des revendications aujourd'hui, où vous excluez totalement que ces jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, qui ont pu se livrer à ces actes, fassent partie tout simplement du mouvement? Non mais, excusez-moi, mais vous savez, moi je suis rentré, j'avais 18 ans au moment du SMIC jeune, et ça date pas d'hier, et il y avait déjà cet éternel débat sur les violences qui sont inhérentes aux manifestations. Je veux dire, moi j'y étais à la manifestation, j'y étais. Alors je suis désolé, mais faut arrêter.
Il n'y a pas de guérilla urbaine. J'étais à la place d'Enfer Rochereau. J'ai fait à peu près la moitié du trajet pour venir jusqu'à vous. La manifestation, pour l'ultra-majorité des manifestants, pour 95% des manifestants, c'est une manifestation tranquille, sereine. C'est qui ça alors ça, écoutez, vous le savez, je veux dire, c'est bien évidemment quelque chose de problématique, mais enfin, ça fait partie. C'est pas la première fois qu'on a ça dans une manifestation. Quel est le problème ? Le problème, c'est des éléments infiltrés qui, vous le dites, ne font pas partie du cortège. Honnêtement, alors après, il peut y avoir, je sais pas, moi je suis pas Big Brother, j'ai pas une vision globale sur ce qui s'est passé. En revanche, moi je peux vous dire que, par exemple, lors de la dernière manifestation du samedi, j'y étais avec bon nombre de mes camarades de la CGT et d'autres syndicats. Et quand on est arrivé à Place de la Nation, les provocations, l'attitude de certaines, en tout cas d'une partie des forces de police sur place, elle était quand même, elle n'apaisait pas. Ça se traduit par quoi concrètement ? Ils n'ont quand même pas fait usage de gaz lacrymogène avant d'être agressés. Après, j'étais pas... non, mais on essaye de comprendre en quoi se traduit la provocation des forces. Est-ce que c'est la simple présence des forces de police qui est en une provocation ? Ça, je sais pas, monsieur. Mais par contre, sur les réseaux sociaux, c'est bien les réseaux sociaux là-dessus, parce que ça vous prend des images sur le vif. Moi, j'ai vu des images très choquantes. Je me souviens d'avoir vu l'image d'une jeune fille, complètement, pas du tout cagoulée, qui était une étudiante, visiblement, qui était là en train de parler. Elle se prend un coup de pied chassé d'un CRS, elle gicle au sol. Moi, ça m'a choqué. Donc, si vous voulez, je vais vous dire, juste là-dessus, excusez-moi, moi, je vais vous dire, derrière, le problème de fond, il y a une phrase. C'est un manque de discernement de la police, vous dites ? Non, attendez. Il y a une phrase sur laquelle j'étais d'accord avec Madame Verdier-Molinier, c'est il faut que ça cesse. Oui, il faut que ça cesse. Ça veut dire qu'il y a des mobilisations depuis le 9 mars. On nous avait dit jusqu'à il y a quelques heures, le mouvement s'essouffle. Le constat est clair, il ne s'essouffle pas. Il y a un enracinement du mouvement social, il y a un enracinement de la colère sociale. Le gouvernement devrait être responsable avant que la situation ne dégénère, retire ce projet de loi scélérat. Moi, je suis désolé, j'aurais beaucoup de choses à dire sur ce qu'a dit Mme Verdier-Molinier. La jeunesse, elle comprend tout. Elle comprend très bien. C'est pas un problème de pédagogie, le problème c'est le support de cette loi qui, parce qu'en plus on a beaucoup médiatisé sur un certain nombre de points de cette loi, on va y revenir je suppose. Le diable est dans les détails, cette loi c'est un arsenal toxique qui est entre les mains, qui est donné par le gouvernement pour le plus grand bonheur du patronat. Il n'y a rien pour effectivement le monde du travail, il n'y a rien de... Alors la jeunesse, on a bien vu les manœuvres du gouvernement qui lui a proposé un allongement de la durée des bourses, etc. Mais les organisations de jeunesse ont eu raison de prendre ces avancées-là, mais de dire sur ce projet de loi, on le refuse catégoriquement, et ils ont très bien compris pourquoi. Et on reviendra tout à l'heure sur ce qui a été dit sur l'Allemagne, parce que c'est un thème que j'aime beaucoup, l'exemple allemand. On va en parler, on va éviter effectivement de faire deux monologues, on va revenir sur le fond du texte, Agnès Verdier-Molinier. Les députés, ils ont jusqu'à demain 17h pour déposer les amendements. La loi El Khomri, c'est un texte qu'il faut, d'après vous, voter en l'état. Au départ, sur le premier texte, on a clairement dit, nous, à la Fondation IFRAP, que c'était vraiment un texte à soutenir. Après, il y a eu des pas en arrière sur pas mal d'éléments, notamment sur le licenciement économique, où nous, on aimerait un texte qui soit moins contraignant, avec cette question en fonction de la taille de l'entreprise, le nombre de trimestres de pertes, etc. etc. Ça, c'est vraiment quelque chose sur laquelle la cause réelle et sérieuse du licenciement, il faudrait pouvoir simplement avoir à justifier qu'on a une situation économique dégradée. Et là, aujourd'hui, ce qui a été rédigé est un peu trop encadré. Et puis il y a la question aussi, Benjamin Hamard, du périmètre. Non, mais deuxième sujet qui est absolument fondamental, c'est la question du référendum. Et la question on négocie avec les salariés au niveau de l'entreprise. Oui. C'est ça, finalement, la nouveauté de ce projet de loi. Pourquoi est-ce que c'est absolument... Et non plus au niveau de la branche, pour ceux qui... Pourquoi c'est absolument fondamental ? Parce que souvent, il y a un meilleur dialogue entre les salariés et l'entrepreneur et le dirigeant de l'entreprise. Et il y a un esprit d'équipe. Et notamment, je pense aux TPE et aux PME, donc aux petites entreprises, qui sont si importantes pour créer l'emploi parce que c'est elles qui embauchent. Donc là, sur ce sujet-là, nous, on trouve très dommage d'être obligé de passer par les syndicats pour demander des référendums. Là, il faudrait vraiment que l'employeur lui-même puisse solliciter
par référendum l'avis de ces salariés. Et ce qui est ennuyeux, c'est qu'on voit que dans les entreprises où il n'y a pas de syndicats représentés, eh bien là, on va faire appel à des mandataires qui sont extérieurs à l'entreprise. Et je pense que malheureusement, avoir introduit ces modifications petit à petit dans la loi, eh bien, va faire en sorte qu'il y aura très peu d'accords flexibilisants au niveau des entreprises, alors que c'est de ça qu'on a besoin. Donc je pense que sur toutes ces mesures, il faudra revenir après 2017 sur ces questions. Et donc la réforme du Code du travail n'est pas du tout finie avec cette loi. Une réforme incomplète, nous dit Agnès Verdier-Molinier. Benjamin Amar, qu'est-ce qui vous choque le plus finalement dans le texte tel qu'il est présenté aujourd'hui, avec déjà les aménagements qui ont été consentis par le gouvernement? Alors d'abord, il faut quand même être précis. Les aménagements, c'est pas des aménagements, c'est des reculs que nous avons imposés au gouvernement. D'accord. Alors non, mais c'est important. Il y a quand même la surtaxation des CDD. Ça, j'imagine que vous n'êtes pas contre. Alors attendez, parce que en réalité, sur cette loi, et c'est là que pour le coup il y aurait de la pédagogie à faire, on a beaucoup insisté médiatiquement sur un certain nombre de points. Les indemnisations les indemnités au niveau des prud'hommes, la question du licenciement, etc. Et le gouvernement a d'ailleurs communiqué en donnant pas toujours les éléments. Effectivement, par exemple, sur le licenciement, comme vous l'avez souligné, il ne nous a pas échappé que le critère national, le périmètre national reste le périmètre justement de la loi. Alors en gros, juste pour expliquer pour ceux qui nous regardent, après je vous laisse continuer, mais en gros, est-ce qu'un groupe qui fait des bénéfices à l'international a le droit de licencier, de faire un plan social en France parce que sa filiale française éprouve des difficultés en France? Voilà. Bien évidemment, et c'est tout le problème, parce qu'en plus, on sait, enfin je veux dire, c'est tout à fait ce que nous craignons. Oui. Et on a un petit peu une expérience à la CGT dans les comités d'entreprise sur ce qui se passe dans ces grands groupes. Donc bien évidemment, c'est un réel problème, vous l'avez très bien résumé. Un groupe prospère à l'échelle internationale pourrait très bien, effectivement, supprimer des emplois dans sa filiale française. Donc c'est tout le problème. Maintenant, je vais vous dire, par rapport à... Madame Verdier-Molinier a très bien insisté sur le point problématique. Cette loi, elle insiste sur l'idée que la loi devient en réalité désormais facultative si on trouve un accord dans l'entreprise. C'est ça, le principe de la loi travail. Alors, Madame Verdier-Molinier trouve que, justement, ça ne va pas assez loin. Nous, on trouve que ça va bien trop loin et qu'on a mis le verre dans le fruit. Parce que, vous savez, on ne vit pas au pays des Schtroumpfs, malheureusement. Et dans une entreprise, même si des gens ont le droit de penser ça, on s'imagine que le patron et les salariés sont dans la même charrette et que, il ne faut pas, finalement, que entre l'employeur et les salariés, on va réussir à s'entendre comme un chat qui retombe sur ses pattes. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un code du travail. Pour vous, il existe des pressions au sein de l'entreprise qui peuvent juste poser... laissez-moi terminer là-dessus. C'est pour cela qu'il y a un code du travail. Moi, je suis prof d'histoire. J'ai étudié un peu l'histoire sociale. Si, en 1910, vous avez le premier projet de loi de codification des lois ouvrières, c'est parce qu'on prend en compte le fait que dans l'entreprise, il y a un lien de subordination entre le patron et le salarié. Voilà, alors, je suis désolé, mais si effectivement le patron et l'ouvrier pouvaient, main dans la main, marcher dans un champ de fleurs et que tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes, ça se saurait. Il y a un lien de subordination, c'est pour ça qu'il y a un code du travail. Et parce que c'est beaucoup plus compliqué dans l'entreprise. Il y a des droits attachés au syndicalisme en France dans l'entreprise, qui d'une certaine manière préserve les salariés syndiqués. Mais bien évidemment, mais dans quelle mesure? Quel est le principe aujourd'hui? L'accord dans l'entreprise, il existe avec le principe de faveur. C'est-à-dire qu'il y a un accord dans l'entreprise s'il va plus loin que la loi. Voilà. Vous avez le socle de la loi, qui est un socle de garantie, et l'accord dans l'entreprise peut aller plus loin. Aujourd'hui, avec la loi travail, avec cette loi qui est une loi scélérate, le gouvernement paiera cher ce projet de loi s'il veut aller au bout. En tout cas, de notre point de vue à nous. Eh bien, ce projet de loi propose d'exploser cela et de faire de l'accord dans l'entreprise, avec le rapport de force dans l'entreprise, eh bien, l'alpha et l'oméga de la législation sociale en France. Pour vous qui êtes libéral, j'ajoute juste et puis après je vous laisse évidemment développer, mais pour vous qui êtes libéral, permettre à chaque entreprise de négocier finalement librement entre patronat et salariés, est-ce que ça ne crée pas une forme d'inégalité de traitement au sein d'une même branche entre différentes entreprises qui finalement, en fonction des accords qui ont été votés en interne, ne vont pas pouvoir se... battre au sens de compétitivité sur un terrain d'égalité au sens social? Moi, je suis étonnée d'entendre les syndicats contre l'idée d'une démocratie directe, en fait. Si les salariés sont d'accord, on l'a vu sur le travail le dimanche, les salariés sont d'accord, les syndicats sont opposés, donc les syndicats bloquent. Est-ce que c'est normal? Est-ce que le syndicalisme, c'est de représenter une idée de ce que doit être le code du travail et le marché du travail, mais de ne pas s'adapter à ce que pensent les salariés eux-mêmes?
il y a un problème là-dessus. Et quelle est la représentativité au niveau des petites boîtes, au niveau des PME, des TPE? Quelle est la logique d'être à l'encontre de ce que veut une majorité de salariés? C'est vrai que le travail le dimanche, c'était une illustration. Mais oui, parce que quand vous faites le point sur le travail le dimanche, les entreprises où il y a des syndicats, bah, finalement, ça bloque. Et les entreprises où il n'y en a pas, eh ben, ça bloque pas. Alors, vous voyez, c'est ça qui est étrange. Et pourtant, ça passe par, justement, des consultations des salariés eux-mêmes. Donc, ce n'est pas contre les salariés, c'est sur le principe de volontariat. Il y a des bonifications, il y a une multiplication parfois par 2 ou par 3 de la rémunération le dimanche. On a vu tous des personnes qui ont des problèmes d'enfants handicapés ou autres et qui s'arrangent pour travailler justement les week-ends, pour se relayer entre parents, etc. Des reportages sur énormément d'entreprises, sur Sephora, etc. Et à chaque fois, on voit que quand on prend les salariés, quand on leur demande, bah, finalement, parfois ça les arrange aussi de travailler le soir, de travailler le dimanche, sur la base du volontariat et avec des surrémunérations. Donc là-dessus, moi, je me pose la question, pourquoi a-t-on peur de cette démocratie directe? Ensuite, sur la question finalement de est-ce qu'un groupe international qui fait des bénéfices ne pourrait pas licencier dans une entreprise, dans une implantation en France qui, elle, est en déficit et dans une grave situation économique? Là-dessus, vraiment, là aussi, on a un code du travail qui fait 3500 pages, on a une jurisprudence qui est particulièrement contraignante. Est-ce qu'on a envie d'attirer des investisseurs étrangers en France? Est-ce qu'on a envie qu'ils développent des entreprises chez nous? Tous les ans, le profit ne doit pas être un critère finalement du tout, de licenciement, de plan social ou pas. Non, mais la question, c'est est-ce qu'on veut vraiment être dans des carcans tellement contraignants qu'on va avoir envie que tous les investisseurs, qu'ils soient français, qu'ils soient étrangers, vont avoir envie d'embaucher en dehors de France ou en France? Et quand on dit, bah oui, l'entreprise en France est déficitaire, bon, si celle-là est déficitaire, là, il y a la question aussi de la compétitivité, de choses qui ne relèvent pas du Code du travail, mais le poids des taxes, le poids des cotisations sociales. Est-ce qu'on ne peut pas aussi se demander qu'est-ce que nous, on a comme problème qui sont liés alors là, complètement... ça n'a rien à voir avec le licenciement. C'est Oui, peut-être modifier le cadre, effectivement, les charges, si c'est on n'est pas aussi assez compétitif par rapport à des pays qui nous sont proches, qui sont des pays avec des qualités de services publics qui sont à peu près similaires, il faut aussi se poser la question de changer ce système, de l'améliorer, de le réformer comme ça a été fait dans d'autres pays. Donc, le problème, c'est pas de se dire, tiens, on va se raccrocher au fait que le groupe fait des bénéfices ailleurs pour pas licencier en France, c'est de se dire pourquoi nous, dans des entreprises qui devraient être bénéficiaires, eh bien finalement, on n'arrive pas, il y a des taux de marge qui sont faibles, etc. Et là-dessus, on est toujours dans un débat qui est un peu hypocrite. Benjamin Hamar. Alors, écoutez, plusieurs points. D'abord, sur la question de ce que vient de dire Mme Molinier, c'est-à-dire sur la question du travail du dimanche et de la réglementation et des syndicats qui bloquent justement ce que les ouvriers et les salariés voudraient faire. Moi, je vous l'ai dit, je suis prof d'histoire, et je suis retombé il n'y a pas longtemps sur un ouvrage qui date de 1897. C'est le journaliste Jules Huret qui interviewe le patron de l'acier Schneider. Ça s'appelle « Enquête sur la situation sociale en Europe ». Et Schneider dit, en 1897, mais si l'ouvrier français veut travailler 10 heures par jour, pourquoi l'en empêcher si ça lui fait plaisir? Et il rajoute, si on réglemente le travail des femmes et des enfants, on va dissuader les patrons d'embaucher. Voilà, alors c'est rigolo d'entendre les libéraux nous sortir les mêmes ritournelles et les mêmes vieilles lunes depuis les origines du capitalisme industriel. Eh bien oui, désolé, il y a des syndicats qui sont représentatifs. S'ils ne l'étaient pas, ils ne mettraient pas des millions de personnes dans la rue depuis le 9 mars. N'exagérons rien. Écoutez, on a dépassé le million, donc ça fait... voilà. Selon vos estimations. Selon nos estimations, mais enfin, excusez-moi. J'ai l'impression quand même... Combien excusez-moi, j'ai l'impression que le mouvement était censé s'essouffler, il ne s'essouffle pas. Le chiffre aujourd'hui. Écoutez, j'ai pas les chiffres, mais visiblement, monsieur le disait lui-même que, justement, on était sur les meilleurs chiffres depuis le mouvement. Donc c'est une bonne nouvelle. Non, pas depuis le mouvement, depuis le 9 mars dernier. Voilà. Il y a une amélioration depuis le 9 mars qui n'était pas une grande journée, il faut quand même le dire, qui avait marqué le pas. Donc on est en amélioration. Il y a une reprise effectivement du mouvement depuis le 9 mars. Je vous remercie. Donc des syndicats qui sont visiblement capables de mettre beaucoup de gens dans les rues, de mettre le gouvernement en difficulté. Donc maintenant, attendez, regardez ce que proposait ce fameux référendum. Lorsque des syndicats représentant 70% des salariés sont opposés à une consultation, eh bien le patron peut malgré tout imposer une consultation. Mais attendez, ça veut dire quoi ?
Il y a une loi de 2008 sur la représentativité. On est représentatif ou pas? On représente 70% des salariés et par contre, on n'a pas notre mot à dire. Ensuite, excusez-moi, mais il y a en plus derrière cette idée sous-jacente que les syndicats et les salariés, ce seraient deux choses différentes. Mais nous représentons les salariés. La CGT est la première organisation syndicale dans ce pays. Nous représentons les salariés. Et en réalité, l'idée, c'est d'essayer de monter les syndicats contre les salariés. La manœuvre est un peu grosse, la ficelle aussi. Maintenant, sur cette... et d'ailleurs, attention, hein, sur la question du référendum, soi-disant, le gouvernement disait on a reculé. En réalité, sur le temps de travail, la mesure est toujours d'actualité. Maintenant, moins d'une minute. Hein. Oui, juste, je voudrais terminer sur la question de l'Allemagne. Sur la question de l'Allemagne. Écoutez, qu'on regarde un petit peu. L'Allemagne, c'est le pays d'Europe. C'est le Point qui titrait ça. Hein. C'est pas la CGT, c'est pas la Pravda, c'est le Point. Championne du monde, championne d'Europe des inégalités. Voilà. Avec un coefficient de Gini record, disait le Point. Le Point, encore une fois. Donc, si vous voulez, on a 40% des salariés allemands qui sont dans un emploi atypique. On a un Allemand sur 3 qui est endetté. On a les inégalités entre les Allemands les plus riches et les plus pauvres qui sont les plus importantes d'Europe. Et en Grande-Bretagne, vous avez un enfant sur 4 qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Voilà. C'est intéressant. On va laisser le mot de la fin, Agnès Verdier-Molinier. Le taux de chômage en Allemagne qui est autour de 5%. Je voudrais revenir sur la question de la taxation des CDD. Taxation des CDD, c'est une très, très grave erreur. Et d'ailleurs, ce qui est très amusant, c'est que les employeurs publics, quand ils emploient des personnels en CDD, ne s'impose pas cette surtaxation. Ça va accentuer les dissuasions à l'embauche, d'après vous? Mais bien sûr. Ouais. Pourquoi est-ce que l'employeur public, en tant qu'employeur, ne s'impose pas la surtaxation et il impose au privé? Lui, et d'ailleurs, il y a plus de CDD dans le public, en moyenne, hein, 15% par rapport à 10% dans le privé. Donc, il y a un problème. Et là-dessus, c'est toujours... On pénalise les employeurs du privé et les employeurs du public, eux, ne s'appliquent pas les mêmes règles. Donc là, il y a un vrai souci. Pourquoi les CDD dans le public durent jusqu'à 6 ans? D'ailleurs pour les intermittents. Non, mais dure jusqu'à 6 ans. Donc, voilà, déjà, peut-être s'appliquer à soi-même les règles qu'on veut imposer aux autres, ce serait déjà pas mal. Merci à tous, on va en rester là. Merci beaucoup à Benjamin Hamar d'avoir été avec nous. Merci Agnès Verdier-Molinier. Tout de suite, vous restez avec nous. On continue l'actualité, cette fois vue du net. Un œil sur les médias avec Karine Yaoui. Voilà l'actualité vue du net. On continue évidemment sur cette question, cette actualité des manifestations aujourd'hui contre la loi travail avec à mes côtés Karim Yaoui qui nous a rejoint. Karim, les manifestations donc marquées par une légère reprise du nombre de manifestants, aussi bien d'ailleurs selon l'estimation syndicale que le chiffre du ministère de l'Intérieur. On passe de 120 000 à 170 000 par rapport au 9 mars dernier. Même si à Paris, il y a eu plutôt un essoufflement dans les chiffres, en tout cas ce qu'on a pu constater dans différentes villes, ce sont des débordements. Alors c'est vrai qu'on va en parler, il y a beaucoup d'images qui ont circulé sur les réseaux sociaux, beaucoup d'articles aussi qui s'interrogent sur est-ce que la lassitude guette le mouvement. Sur le site du Huffington Post, on pose cette question, mais en même temps on souligne que... Parce que c'est vrai, il faut le dire, toute la journée, on était parti sur l'écho, ça s'essouffle, et au final, effectivement, le chiffre du ministère de l'Intérieur, y compris, dément un peu. Hein, c'est vrai que ça dément un peu tout ça, et d'autant plus que l'article souligne tout de même que le 1er mai pourrait marquer une sorte de retour de vigueur du mouvement, d'autant plus qu'on souligne aussi qu'il pourrait y avoir en quelque sorte une convergence entre le mouvement Nuit debout et des syndicats qui discutent de façon de plus en plus étroite, même si ce n'est pas forcément facile, explique le site du Monde, la difficile convergence contre la loi travail, parce qu'il faut se rappeler que tout a commencé place de la République après une manifestation contre la loi travail. Pour Jean-Luc Mélenchon, sur son compte Twitter, il n'y a pas de doute, il n'y a pas justement d'essoufflement, il y a encore une très forte mobilisation. Du côté du compte Twitter de l'Humanité également, avec ce mot d'ordre, grève générale jusqu'au retrait total. L'Humanité qui titrait également sur une loi travail qui serait une régression historique. Du côté du Figaro, on a une autre lecture de ce qui est en train de se passer, en considérant que la loi travail a déjà été largement vidée de son contenu, puisque le gouvernement a déjà reculé sur un certain nombre de sujets. Alors vous évoquiez ces débordements, ils sont à la une de beaucoup de sites d'information. Sur le site du Monde, on évoque des affrontements à Paris en marge de la manifestation.
Le site de Sud-Ouest, ou plutôt son compte Twitter, évoque des incidents et des interpellations du côté de Bordeaux. Et le compte Twitter de Attaque, lui, demande la libération de manifestants qui ont été interpellés. C'était du côté du port de Gennevilliers, premier port d'Île-de-France. C'était une action symbolique, explique le compte Twitter d'Attaque. Et cette autre histoire, largement relayée par les médias, qui peut sembler anecdotique, mais qui est devenue presque symbolique, c'était du côté de Nantes, une Porsche a été brûlée en marge de ces manifestations. Certains considèrent que c'est un symbole, comme cette tweeto qui dit « vous aussi avec vos voitures provocantes », mais beaucoup d'internautes soulignaient que c'était complètement hors sujet, que c'était un débordement gratuit. Florian écrit sur son compte Twitter « Quand les manifestations de la loi travail ne supportent pas de voir certaines personnes réussir », alors on ne sait pas si c'était des manifestants qui étaient en train de venus se battre contre cette loi travail ou des casseurs qui étaient venus s'adonner à ce genre de débordement. En tout cas, il y a aussi un certain nombre d'internautes qui soulignent que si cette information fait le buzz, ce n'est sans doute pas la plus importante de la journée, même si elle était largement partagée sur les réseaux sociaux. Clyde Barrault écrit sur son compte Twitter « 38 manifestants blessés à Rennes, un jeune de 20 ans qui risque de perdre un œil, une Porsche brûlée. Devinez de quoi vont parler les médias ». Ouais, on a beaucoup fait sur la Porsche aujourd'hui. Merci beaucoup, Karim. Merci à nouveau à nos invités. Merci Benjamin Hamar, merci Agnès Verdier-Molinier. Voilà, restez avec nous à suivre dans un instant la suite de l'actualité sur France 24.